La Belgique est, à première vue, l'un des pays les plus ordonnés et fonctionnels d'Europe. Ses trains sont ponctuels, ses rues propres, son économie paraît stable, et Bruxelles abrite ni plus ni moins que le siège de l'Union européenne et de l'OTAN. De l'extérieur, elle apparaît comme un État symbole de la précision du continent. Mais derrière cette apparence de prospérité organisée se cache une réalité politique inhabituelle. Aucun autre pays développé n'a vécu aussi longtemps sans gouvernement efficace ni budget général pleinement approuvé. Et pourtant, le pays ne s'est pas effondré. Il a continué à fonctionner, comme si la paralysie politique était, paradoxalement, un élément structurel de sa stabilité. Partie 1. La paralysie invisible, la Belgique sans direction politique. À première vue, la Belgique incarne l'idéal européen d'ordre, d'efficacité et de bien-être. Ses trains roulant avec une ponctualité irréprochable. Ses rues en semblent avoir été conçues par des ingénieurs plutôt que par des urbanistes. Et Bruxelles, capitale de l'Union européenne et siège de l'OTAN, symbolise la précision administrative du continent. Tout en elle respire la stabilité. Pourtant, sous cette apparence impeccable se cache un paradoxe qui défie les lois de la politique moderne. Aucun autre pays développé n'a vécu aussi longtemps sans gouvernement pleinement opérationnel, ni budget général valide, et pourtant a continué à fonctionner. Plus de 1387 jours, près de 4 années complètes depuis le début du XXIe siècle, avec un État en pilotage automatique. Une démocratie qui survit à la dérive, soutenue par une bureaucratie qui a appris à vivre sans direction. Le premier grand blackout politique débuta en juin 2007, lorsque les élections fédérales laissèrent un parlement fragmenté, incapable de former une majorité viable. Les négociations entre les partis flamands, partisans d'un fédéralisme plus radical, et les groupes francophones du Sud piétinèrent pendant des mois. La Belgique resta sans gouvernement pleinement compétent pendant 194 jours. Durant cette période, le pays survécut grâce à un mécanisme aussi technique qu'ingénieux. Le système des 12e provisoires, qui permettait de dépenser chaque mois un 12e du budget de l'année précédente. Grâce à ce système, les salaires, les pensions et les dépenses courantes continuèrent d'être versés normalement. Mais tous les investissements publics furent gelés. Les grands projets de modernisation et d'infrastructure furent paralysés. La dette publique resta autour de 87% du PIB, et l'économie entra dans une léthargie administrative. La Belgique continua d'avancer, certes, mais sans avancer. Les trains étaient hantés à l'heure, même si personne ne semblait savoir où ils allaient en mots. Cet épisode semblait anormal, mais il n'était que le prélude à quelque chose de plus grave. 3 ans plus tard, en juin 2010, le pays était plongé dans un vide institutionnel encore plus profond. Les négociations entre le parti nationaliste flamand N-VA, les socialistes francophones et les libéraux durèrent 541 jours. La Belgique battit ainsi le record mondial irakien de la plus longue période consécutive sans gouvernement. L'État fonctionna une fois de plus grâce à des budgets prorogés. L'économie ne s'effondra pas, mais ne progressa pas non plus. Le déficit budgétaire oscilla autour de 4% du PIB, la dette dépassa 100%. La prime de risque vis-à-vis de l'Allemagne passa de 60 à 190 points de base, et Standard & Poor's et Moody's abaissaient les perspectives du pays à négatives. Et pourtant, le pays ne s'arrêta pas. Les hôpitaux rouvrirent, les trains circulèrent, le port d'Anvers maintint son activité, et les exportations progressèrent même de 1,2%. La Belgique continue de fonctionner sans politique, comme une horloge qui n'a pas besoin de son horloger. L'évolution la plus inquiétante est survenue une décennie plus tard. En décembre 2018, le gouvernement de Charles Michel est tombé après avoir perdu le soutien du parti flamand N-VA en raison de son désaccord avec le Pacte mondial pour les migrations. Les élections de mai 2019, loin de débloquer la situation, l'ont aggravé. Le Parlement était plus divisé que jamais et le pays est entré dans une période de 652 jours sans gouvernement, jusqu'en octobre 2020. La Belgique a connu sa plus longue vacance du pouvoir, au moment même où le monde se préparait à affronter une pandémie. Les premiers mois de la crise sanitaire ont éclaté sous le gouvernement intérimaire. Un gouvernement intérimaire, sans soutien parlementaire total, a été contraint d'improviser des mesures d'urgence. L'appareil d'État a tenu grâce à l'automatisation administrative, mais les conséquences économiques ont été importantes. Les projets de transition énergétique et de numérisation ont été suspendus. Le plan fédéral d'infrastructure, 2019 à 2024, a été retardé de plus d'1 an, la confiance des entreprises a chuté de 9% et la dette publique a grimpé à 108% du PIB. La Belgique fonctionnait, mais à l'arrêt. Les ministères géraient l'essentiel, les régions fonctionnaient peut-être de manière presque indépendante, et la capitale continuait de vibrer sous l'effet d'une pure inertie institutionnelle. En additionnant ces 3 épisodes, 194 jours, en 2007, 2008, 541 en 2009, 2010 à 2011 et 652
En 2018 à 2020, la Belgique a connu plus de 1387 jours sans gouvernement pleinement opérationnel depuis 2000, soit plus de 10% du temps écoulé au XXIe siècle. Ni l'Italie, réputée pour son instabilité politique, ni l'Espagne, avec ses élections répétées, n'atteignent ce chiffre. La question est inévitable. Comment le cœur politique de l'Europe peut-il fonctionner sans cœur politique ? La réponse réside dans son architecture institutionnelle. La Belgique est une fédération composée de 3 régions, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles-Capitale, et de 3 communautés linguistiques, néerlandophones, françaises et germanophones, chacune disposant de compétences exclusives en matière d'éducation, de culture, de santé et d'économie. Cette structure, conçue pour équilibrer les sensibilités, est devenue un labyrinthe où chaque décision requiert un consensus improbable. Tout gouvernement fédéral requiert l'accord d'au moins 7 parties, et toute réforme implique la conciliation d'intérêts rarement convergents. Lorsque le dialogue échoue, le pays entre en mode pilotage automatique. Le gouvernement intérimaire se limite à la gestion des affaires courantes, les budgets sont prolongés et l'administration poursuit son cours sans orientation politique. Il en résulte une stabilité immobile, un équilibre qui empêche à la fois le chaos et le progrès. Tandis que la Flandre prospère grâce à son dynamisme industriel et que la Wallonie stagne en raison de sa dépendance aux dépenses publiques, l'État fédéral devient une structure vide, soutenue par la bureaucratie plutôt que par la politique. La Belgique a fait de l'ingouvernabilité une habitude, et par habitude, une méthode de survie. Sa stabilité ne repose plus sur le consensus, mais sur la routine. Chaque blocus est géré comme un hiver de plus. Rien ne s'effondre, mais tout est reporté. La dette devient plus coûteuse, les investissements sont retardés, les réformes sont reportées, et la crédibilité internationale s'érode progressivement. Pourtant, la vie continue, et c'est précisément cette continuité qui transforme sa paralysie en une forme de normalité. Aujourd'hui, la Belgique est une démocratie qui a appris à survivre sans se gouverner elle-même. Un pays qui ne s'effondre pas parce qu'il a conçu sa propre façon de résister au vide. Mais cette résilience a un prix, un progrès qui ne vient jamais. Derrière son calme apparent se cache une leçon troublante. Même la stabilité peut être une forme de stagnation. Dans le chapitre suivant, nous découvrirons le mécanisme exact qui maintient le pays en vie pendant ces crises politiques. Le système des 12e provisoires, la formule comptable qui transforme la paralysie en routine. Car comprendre comment la Belgique se maintient sans gouvernement, c'est percer l'un des secrets bureaucratiques les mieux gardés d'Europe. Si vous êtes surpris qu'un pays puisse rester plus de 1300 jours sans gouvernement et continuer à fonctionner, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la deuxième partie. Ce que vous allez voir n'est pas une anecdote, c'est l'anatomie d'une nation qui survit par inertie. Partie 2. Les 12e provisoires. Comment fonctionne un pays sans budget ? Lorsque la Belgique entre en crise politique, elle ne s'arrête pas. Elle se fige. Et cela grâce à un mécanisme aussi particulier que précis, une sorte de respiration automatique de l'État qui lui permet de survivre des mois, voire des années, sans gouvernement. C'est ce qu'on appelle le système des 12e provisoires, et c'est l'un des outils bureaucratiques les plus singuliers du monde démocratique. En théorie, c'est une simple règle comptable. En pratique, c'est le cœur qui continue de battre lorsque le corps politique est dans le coma. Le principe est simple. Chaque fois qu'un gouvernement tombe et qu'une nouvelle coalition ne peut être formée, le Parlement ne peut approuver le budget général. Dans tout autre pays, cela entraînerait une paralysie totale des dépenses publiques. Mais en Belgique, une loi permet de diviser le budget de l'année précédente en 12 parts égales, un 12e par mois. Ainsi, tant qu'il n'y a pas de nouveau gouvernement, l'État peut dépenser chaque mois jusqu'à un 12e de ce qu'il a dépensé l'année précédente. Si le budget 2020 était de 120 milliards d'euros, une dépense maximale de 10 milliards d'euros est autorisée en janvier 2021, puis 10 milliards supplémentaires en février, et ainsi de suite jusqu'à l'approbation des nouveaux comptes. C'est une méthode qui garantit la continuité, mais au détriment de l'initiative. Le pays reste en vie même s'il est incapable de croître. Ce mécanisme n'est pas né du hasard. Il a été conçu dans les années 1960, alors que le système fédéral belge commençait à se complexifier. Au fil du temps, il est devenu un élément essentiel de son architecture institutionnelle. Grâce au 12e provisoire, l'État continue de payer les salaires des fonctionnaires, les pensions, les allocations de chômage et les dépenses courantes des hôpitaux et des écoles. L'administration continue, les factures sont payées, les trains circulent, et les citoyens ne remarquent guère la différence. À première vue, cela semble une solution parfaite. La Belgique démontre que la gouvernabilité n'est pas une condition essentielle à la stabilité. Mais comme pour toute prothèse, un usage prolongé engendre la dépendance. Car les 12e provisoires ne prévoient rien de nouveau. Impossible d'approuver les investissements, de lancer les travaux de construction,
ni de signer les contrats engageant les budgets futurs. L'État est réduit à la simple gestion de l'existant. Les ministères se transforment en bureaux de maintenance, ils maintiennent les lumières allumées, mais ne peuvent pas installer de nouvelles ampoules. Les universités voient dans leurs axes de recherche gelés. Les municipalités ne peuvent pas planifier de projets, et les organismes publics perdent leur flexibilité. Lors des blocages de 2010 à 2011 et de 2018 à 2020, des centaines d'appels d'offres ont été suspendus, allant des routes et des réseaux électriques aux extensions ferroviaires. À Anvers, l'expansion du port a été retardée de près de 2 ans. À Liège, un plan de réindustrialisation a été reporté sine die. L'administration a continué de fonctionner, certes, mais le pays s'est paralysé. Pour le citoyen moyen, l'impact est presque invisible. Les salaires arrivent à la fin du mois, les pensions sont versées, les hôpitaux ouvrent et les écoles continuent leurs activités. La Belgique se comporte comme une machine qui ignore l'absence de l'opérateur. Mais sous cette normalité se cache une tension sourde. À mesure que les mois sans gouvernement s'accumulent, le système commence à montrer des fissures, des dossiers qui stagnent, des licences qui ne sont pas signées, des réformes qui ne sont pas débattues. Les responsables décrivent cette période avec une expression aussi technique que révélatrice, la gestion routinière de l'immobilisme, la gestion routinière de la stagnation. Nous gouvernons mais nous ne décidons pas. Nous administrons mais nous ne transformons pas. C'est une politique de continuité, pas de changement. Durant ces mois d'intérim, le pouvoir passe des mains des politiciens aux bureaucrates. Les hauts fonctionnaires se chargent de maintenir l'équilibre, guidés davantage par la prudence que par l'ambition. Dans le langage officiel, on parle d'un gouvernement des affaires courantes, un gouvernement des affaires courantes. Sa mission est de veiller à ce que l'État ne s'effondre pas, et non de le guider vers l'avenir. Cependant, lorsque le gouvernement intérimaire dure 1 an ou plus, ce gouvernement provisoire finit par exercer le pouvoir de facto. Il n'a pas la légitimité nécessaire pour réformer, mais dispose de l'autorité coutumière. Durant ces périodes, la Belgique connaît une forme modérée de suspension démocratique. Le peuple reste souverain, mais personne ne le représente activement. Cette réalité, aussi paradoxale qu'elle puisse paraître, a été observée avec stupéfaction par le reste du monde. Au cœur de la crise de 2010 à 2011, alors que les gros titres internationaux se demandaient comment un pays moderne avait pu survivre aussi longtemps sans gouvernement, la bourse de Bruxelles n'a guère bronché. Les marchés n'ont pas réagi avec panique. La Belgique a maintenu sa note de crédit à des niveaux acceptables, son économie a continué d'exporter, et son secteur logistique, l'un des plus avancés d'Europe, est resté instable. L'absence de politique semblait même être un facteur de stabilité. Mais ce mirage avait une date de péremption. Alors que le confinement se prolongeait, les agences de notation ont mis en garde contre une détérioration de la confiance budgétaire. En décembre 2011, Standard & Poor's a abaissé la note de la Belgique de A+ à AAA, invoquant l'absence prolongée de direction politique et la rigidité budgétaire. En 2019, lors de la nouvelle récession, Moody's a publié un rapport similaire mettant en garde contre un manque de vision stratégique et un risque institutionnel structurel. Les investisseurs internationaux ont compris que la machine belge ne s'effondrait pas, mais qu'elle n'avançait pas non plus. Et dans un monde où stagnation rime avec perte, cela a aussi un prix. Sur le plan national, le système des 12e provisoires a des effets inégaux. Dans les secteurs liés à la consommation ou au commerce extérieur, l'économie ne souffre guère. La Belgique est, après tout, l'un des pôles logistiques les plus importants d'Europe. Mais dans les domaines où l'État joue un rôle moteur, infrastructure, recherche, énergie, le blocage ressemble à une chaîne invisible. Chaque mois sans gouvernement entraîne des retards cumulés que les administrations locales et régionales ne peuvent compenser. En 2019, par exemple, l'Institut fédéral du plan estimait que les retards administratifs, résultant du vide politique, réduisaient la croissance potentielle du PIB belge de 0,3% par an. Un chiffre en apparence modeste, mais qui, multiplié par les mois et les années, représente des milliards perdus en productivité et en modernisation. La conséquence la plus profonde, cependant, ne se mesure pas en chiffres, elle est culturelle. La Belgique a développé une mentalité de résistance passive, une habitude de stabilité sans direction. Les citoyens se sont habitués à considérer l'absence de gouvernement comme une situation quasi normale. Les crises politiques sont vécues avec résignation, et non avec inquiétude. Le pays continue de fonctionner, affirment les Belges, avec un mélange de fierté et de scepticisme, comme si l'efficacité de leur bureaucratie compensait l'impuissance de leur classe politique. Cette acceptation a donné naissance à une démocratie paradoxale, mature, mais fatiguée, fonctionnelle, mais immobile. Au fil du temps, le système a perfectionné ses mécanismes de survie. Les ministères ont développé des modèles automatiques de dépenses mensuelles, les conseils municipaux adaptent leurs plans à des scénarios sans budget, les régions mobilisent leurs propres fonds pour maintenir les projets essentiels. La bureaucratie a appris à agir comme un système nerveux autonome. Elle régule le pouls,
maintient la respiration et prévient l'effondrement. Mais cette autonomie a un coût politique évident. Plus l'administration devient efficace, moins le besoin de gouverner paraît urgent. Le pays s'habitue à vivre sans décision. Gouverner cesse d'être un objectif et devient une option. Et c'est à ce moment-là que la stabilité se transforme en inertie. Les 12e provisoires, nés comme une solution temporaire, sont devenus une norme de facto. Ils garantissent la continuité de l'État, mais au prix de le vider de son élan. La Belgique se nourrit de sa propre mémoire budgétaire. Elle dépense ce qu'elle a dépensé, fait ce qu'elle a fait, répète ce qui a fonctionné. C'est un État qui avance en regardant en arrière. Le système fonctionne parce que tout le monde le sait, mais personne ne le contrôle. C'est l'expression la plus pure d'un pays qui a fait de la paralysie une méthode de gouvernement. Pendant ce temps, ses voisins réforment, investissent et s'adaptent aux nouveaux défis énergétiques et technologiques. La Belgique, quant à elle, demeure suspendue dans une stabilité qui ne progresse pas. Elle ne coule pas, mais elle ne navigue pas non plus. Sa force réside dans son inertie, sa faiblesse aussi. Et dans cette contradiction, le pays a trouvé son identité. Un modèle de démocratie administrative qui survit sans leadership, soutenu par une bureaucratie si robuste qu'elle peut supplanter la politique elle-même. Dans la troisième et dernière partie de cette analyse, nous examinerons le coût réel de ce calme apparent, le prix économique, institutionnel et psychologique qu'une nation paie pour fonctionner sans se gouverner elle-même. Nous découvrirons comment une paralysie prolongée affecte la dette, l'investissement, le prestige international et surtout la perception que les Belges ont de leur pays. Car, en Belgique, la stabilité n'est plus un objectif, c'est une forme d'attente. Si vous avez trouvé cette analyse utile, veuillez laisser votre soutien dans un commentaire et continuer avec la partie 3, où nous explorerons le coût silencieux de cette stabilité. Comment un pays peut perdurer sans gouvernement, mais pas sans direction. Partie 3. Le coût silencieux de la paralysie. Économie, société et crédibilité internationale. De l'extérieur, la Belgique apparaît comme un pays qui ne s'arrête jamais. Ses trains circulent, ses bureaux sont ouverts, ses enfants vont à l'école et les salaires sont payés à temps. Tout continue même lorsque personne n'est aux commandes. Mais cette continuité a un prix. La stabilité belge n'est pas le fruit d'un équilibre politique, mais du silence institutionnel. Elle est le résultat d'un système qui a appris à survivre sans leadership, et pour cette raison même, a oublié comment progresser. Dans cette dernière partie, nous analyserons le coût réel de cette apparente normalité, le prix économique, social et symbolique d'une démocratie qui fonctionne sans dirigeants. Il faut d'abord comprendre que l'absence de budget ne signifie pas le chaos. Grâce au système des 12e provisoires, les services essentiels, santé, éducation, retraite, transport, continuent sans interruption. La Belgique ne se met pas à l'arrêt, elle se fige. Cependant, cette stabilité est superficielle. Derrière la continuité opérationnelle se cache une paralysie qui affecte tout ce qui n'est pas routinier. Investissement public, innovation, réforme structurelle. Sans gouvernement, l'État cesse de planifier. Il devient une administration qui répète le passé au lieu de concevoir l'avenir. Les conséquences se font d'abord sentir au niveau économique. À court terme, la consommation intérieure évolue peu, le chômage n'augmente pas de manière spectaculaire, et les exportations se maintiennent, portées par le dynamisme de la Flandre et de son puissant secteur logistique. Mais à long terme, l'absence de prise de décision se traduit par une lente érosion. Chaque période intérimaire représente des mois perdus pour la compétitivité. Les projets de modernisation budgétaire ou énergétique sont interrompus, les projets d'infrastructure sont reportés et les réformes administratives sont suspendues. Pendant le confinement de 2010 à 2011, la dette publique belge a dépassé 100% du PIB pour la première fois. En 2018 à 2020, ce chiffre a de nouveau augmenté et la prime de risque a grimpé en flèche, les agences de notation alertant sur le manque de direction budgétaire. Sur le plan financier, la Belgique ne s'effondre pas, mais elle paie davantage sur sa dette, ce qui réduit sa marge de manœuvre budgétaire pour l'investissement. L'ingouvernabilité a un coût cumulatif, invisible mais constant. Moins de marge de manœuvre, moins d'ambition de réforme, moins de marge de manœuvre pour le changement. Cette inertie affecte également l'investissement privé. Les multinationales basées à Bruxelles ou à Anvers ne quittent pas le pays, mais réduisent leur exposition. Elles diversifient leurs activités vers les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Allemagne, où le cadre politique offre une plus grande prévisibilité. Elles ne le font pas par peur, mais par lassitude. Les entrepreneurs belges vivent avec le sentiment que les cycles politiques ne s'arrêtent jamais, que tout progrès est suspendu en cours de route. Selon un rapport de la Banque nationale de Belgique, chaque année de blocage réduit l'investissement privé de 2% en moyenne.
Il ne s'agit pas d'une chute brutale, mais d'une érosion progressive, le genre de perte qui ne fait pas la une des journaux, mais laisse des traces. Le même phénomène se produit pour les petites et moyennes entreprises. Les appels d'offres publics sont retardés, les subventions sont gelées et les concours sont reportés. Dans un pays où les dépenses publiques représentent près de la moitié du PIB, chaque mois sans budget constitue un frein silencieux à l'économie réelle. L'impact institutionnel est tout aussi profond. Un gouvernement intérimaire ne peut adopter de lois réformatrices, signer les traités internationaux pertinents, ni orienter la politique étrangère. Durant les périodes intérimaires, la Belgique assiste au Conseil européen avec un mandat minimal, sans pouvoir prendre d'engagement à long terme. Alors que les grandes puissances européennes débattent d'énergie, de migration ou de défense, la délégation belge participe, mais ne prend pas de décision. C'est un pays présent à toutes les tables, mais sans voix propre. Ce manque de leadership érode peu à peu son influence diplomatique. À Bruxelles, la Belgique est perçue comme un hôte efficace, mais politiquement absent. L'État qui abrite l'Union européenne, mais qui peine à se gouverner. Sur le plan social, la paralysie institutionnelle a engendré un phénomène encore plus curieux, la normalisation du confinement. Pour une grande partie de la population, vivre sans gouvernement n'est plus une crise, mais une habitude. La vie quotidienne continue sans incident. Les familles ne perçoivent pas la différence, les services fonctionnent et les médias traitent les confinements comme un cycle prévisible. Il en résulte une population résignée, n'attendant plus de transformations profondes ni de réformes structurelles. Les sondages reflètent cette apathie. Plus de 60% des Belges déclarent ne pas faire confiance à leur classe politique, et une majorité part du principe que le pays se gouverne lui-même. C'est le paradoxe d'une démocratie si mature qu'elle a appris à se passer de l'impulsion qui l'a rendue possible. Cette normalisation a également une composante identitaire. Loin de se résorber, le fossé entre la Flandre et la Wallonie s'est consolidé comme un élément structurel. Dans le nord flamand, plus prospère et tourné vers l'exportation, le fédéralisme est perçu comme un frein à l'efficacité. Dans le sud francophone, plus dépendant des dépenses publiques, on craint que l'autonomie flamande ne finisse par désintégrer l'État commun. Chaque blocus prolongé ravive cette tension. En Flandre, le parti nationaliste NVT renforce son discours sur la nécessité de l'indépendance fiscale. En Wallonie, les socialistes et les écologistes défendant le rôle redistributif de l'État fédéral. Le pays ne s'effondre pas, mais il se divise de plus en plus. L'ingouvernabilité, paradoxalement, alimente les fractures mêmes qui en sont la cause. Sur la scène internationale, la Belgique conserve son image de pays ordonné, cultivé et diplomate. Mais derrière ce prestige se cache une ombre persistante, celle d'être l'État failli le plus efficace du monde. C'est ainsi qu'un média britannique l'a défini lors de la crise de 2010 à 2011. Et cette expression, mi-blague, mi-sérieux, est devenue une étiquette durable. La Belgique démontre qu'un État peut fonctionner sans gouvernement, mais aussi qu'une telle résilience a des limites, car le coût de l'ingouvernabilité n'est pas seulement économique, mais aussi psychologique. En s'adaptant au vide, la société belge a développé une tolérance à la stagnation. Elle a appris à vivre avec l'absence de décision comme si c'était une forme d'ordre. Mais lorsqu'une démocratie cesse d'exiger le changement, elle commence à abandonner sa propre vitalité. Le prix de cette stabilité se mesure aussi en termes de crédibilité financière. Chaque fois qu'une négociation infructueuse s'éternise, les agences de notation appliquent une prime d'incertitude qui renchérit la dette publique. Cet écart peut paraître minime, quelques points de base seulement, mais accumulé au fil des ans, il se chiffre en milliards d'euros. De l'argent qui aurait pu être investi dans l'innovation, la transition écologique ou la digitalisation. Autrement dit, la paralysie politique se traduit par un avenir compromis. La Belgique ne sombre pas, mais elle s'appauvrit lentement, non pas par manque de ressources, mais par manque d'élan. Et pourtant, le plus étonnant est que tout cela se déroule sans que le pays perde son calme apparent. La vie continue. Les régions fonctionnent, les communes administrent, les citoyens s'adaptent. La Belgique a fait de la résilience son mode de vie. Mais cette résilience perpétuelle cesse d'être une vertu et devient résignation. La nation entière semble suspendue dans un équilibre que personne n'ose rompre. C'est un pays qui a perfectionné l'art de se maintenir, mais qui a oublié comment se transformer. Ainsi, le grand paradoxe belge peut se résumer en une phrase simple. Il peut perdurer sans gouvernement, mais non sans direction. La stabilité, lorsqu'elle devient routinière, cesse d'être une force et se transforme en fragilité. La Belgique nous enseigne que même les démocraties les plus avancées peuvent se fossiliser dans leur propre efficacité, que l'administration, lorsqu'elle remplace la politique, garantit l'ordre mais anéantit l'ambition collective, que la normalité peut aussi être une forme de stagnation. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante et que vous souhaitez comprendre comment l'Europe évolue, et parfois comment elle s'arrête, abonnez-vous à Le Prisme Global et sonne la cloche. Car comprendre le continent, ce n'est pas seulement connaître ses triomphes,
mais aussi ses silences. Et la Belgique, plus que tout autre pays, nous rappelle que même le silence peut être une façon de gouverner.